Si vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer et que ça n'a pas marché, c'est peut-être que vous faites l'une de ces erreurs que 80% des gens commettent, sans même le savoir. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 7 pièges cachés qui sabotent votre arrêt, que ce soit pour le cannabis, la cigarette ou encore la vapote. Et surtout, comment les éviter pour réussir une fois pour toutes. Salut à tous, moi c'est Adrien, bienvenue sur la chaîne Adrien Dépendance, où j'aide ceux qui, comme moi, ont décidé de dire stop à l'addiction. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai moi-même lutté longtemps avec le cannabis et la cigarette comme beaucoup de monde. Je sais à quel point c'est difficile d'en sortir, mais j'ai aussi appris plein de choses en cours de route pour aider à tourner la page. Et aujourd'hui, je suis là pour partager avec vous des conseils, des erreurs à éviter et des outils concrets pour surmonter cette dépendance. On va parler des erreurs que j'ai faites en arrêtant de fumer pour que vous puissiez les éviter. Arrêter de fumer peut être compliqué, mais quand on est préparé, ça facilite les choses. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je voulais vous dire un truc super important. J'ai créé un groupe Telegram spécialement conçu pour tous ceux qui veulent sérieusement arrêter le cannabis. C'est un coin où on se motive, on partage des astuces et des expériences. Alors si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description. La première grosse erreur que j'ai faite, c'était de me comparer aux autres. C'est une habitude que beaucoup d'entre nous ont. Je me souviens, j'allais sur les réseaux sociaux comme YouTube, où je voyais des personnes qui avaient réussi à arrêter. Forcément, ça m'inspirait, mais en même temps, je me comparais à eux. Quand je voyais certaines de ces personnes qui étaient plus avancées dans un laps de temps plus court que moi, et c'est ce qui se passait, c'est que dans mon cerveau de drogué, en fait je me sentais vraiment spécial du fait que c'était différent pour mon cas et par extension différent de celui de tout le monde. Par exemple, si quelqu'un me dit tu vas avoir des symptômes de sevrage pendant les 3 à 5 premiers jours et que mes symptômes de sevrage atteignaient leur apogée à 2 semaines, tout d'un coup, j'avais cette partie du cerveau qui me manipulait en me faisant croire que j'étais différent. Et à cette époque, je me disais que ça allait être un enfer pour moi, que je devais être moins motivé ou moins fort mentalement que ces personnes. Mais c'est hyper toxique de se comparer, car chacun a son propre rythme. Le sevrage, c'est comme un bon gros marathon, avec des hauts et des bas. Et chacun avance différemment. J'aurais dû me concentrer sur mon propre parcours, sans chercher à aller aussi vite ou aussi bien que les autres. Croyez-moi, ça change tout de se dire que c'est chacun son propre chemin. Et c'est tout à fait ok si ça prend du temps. Ensuite, j'avais cette idée que comme j'arrêtais l'herbe, j'allais aussi tout changer dans ma vie. Je me disais, allez Adrien, maintenant que tu arrêtes de fumer, c'est le moment de reprendre le sport à fond, de manger super sain, de lire des livres tous les jours, de dormir 8 heures par nuit, faire ma méditation, bref. Tout un tas de bonnes résolutions qui peuvent sembler motivantes, mais en réalité, c'est trop d'un coup. Vouloir tout améliorer d'un coup, ça devient vite une surcharge. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'à force, je me suis fatigué et j'ai craqué. Et c'est là que j'ai compris un truc super important. Il faut y aller doucement. Le seul engagement dont vous avez besoin au début de la sobriété, c'est d'arrêter de fumer. Alors c'est très bien d'avoir toutes les autres aspirations et objectifs, et je vous encourage à le faire, mais votre seul but actuellement est d'arrêter de fumer. Cela peut signifier pour certains d'entre vous que vous ne pouvez pas vous engager dans autre chose au travail ou à l'école ou même dans votre relation. Au début de votre sobriété, votre engagement doit être de rester sobre et de ne pas fumer jour après jour. Ne vous engagez pas trop, sinon vous vous sentirez dépassé. Et quand vous serez submergé, votre cerveau reviendra à l'addiction. Et il fera tout pour vous y amener. Il dira que vous êtes anxieux, débordé et que vous avez besoin de vous détendre. Si vous êtes encore sous l'emprise de la dépendance, vous penserez que le produit en question va vous détendre et vous allez finir par rechuter. Nous avons tous de bonnes excuses pour expliquer pourquoi nous fumons de la weed. Mes parents étaient divorcés, j'ai vécu des choses difficiles. Ce que je sais, c'est que nous utilisons la weed comme un mécanisme d'adaptation. J'avais des excuses valables pour commencer à fumer, mais cela ne veut pas dire que nous devons les accepter. Et vous avez sûrement vous aussi des raisons valables pour lesquelles vous avez commencé à fumer. Qu'il s'agisse de raisons récréatives, médicinales, pour faire face à un traumatisme, peu importe. Choisissez d'ignorer ces excuses, et même si elles sont valables. Quand on arrête de fumer, c'est déjà un gros changement en soi. Donc si vous voulez vraiment réussir, concentrez-vous d'abord là-dessus. Prenez le temps de rendre ça stable dans votre vie. Ensuite, petit à petit, vous pourrez rajouter d'autres changements, comme le sport ou l'alimentation. Parce que sinon, en essayant de tout faire d'un coup, vous risquez de vous cramer direct et donc de vous décourager. Tandis qu'en avançant étape par étape, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir et de tenir sur la durée. Il faut y aller doucement. Faites un changement à la fois, priorisez l'arrêt, puis quand vous sentez que ça devient un peu plus stable, ajoutez d'autres habitudes petit à petit. Car sinon, vous risquerez de vous fatiguer, de vous décourager et même de retomber dans les mêmes vieux schémas. La troisième erreur que j'ai faite, c'est d'éviter totalement les situations qui me tentaient. Par exemple,
Je refusais les soirées entre amis ou les réunions où je savais qu'il y aurait probablement de la weed. Et au départ, je pensais que c'était une bonne stratégie pour éviter les rechutes. Mais en fait, c'est pas viable sur le long terme. Parce que si on ne se confronte jamais aux tentations, le jour où elles se présentent, on n'est pas prêt. Il faut savoir que les gens ne savent pas quoi faire de vous lorsque vous êtes en convalescence. Je m'explique. Ils vont vous dire des choses qui n'ont pas de sens, qui vous énervent, qui vous frustrent, qui peuvent vous irriter. Ignorez ces personnes-là, surtout s'ils sont une source de pression. Par exemple, des phrases comme « une cigarette de plus ne te fera pas de mal » ou « c'est les vacances, pourquoi ne pas fumer avec nous ?» Vous avez sûrement des proches qui fument autour de vous. Évitez-les au début parce qu'ils ne sont pas forcément super bons conseillers quand vous allez leur dire que vous arrêtez. Évitez également les rechutes à tout prix, car la rechute nous fait perdre la foi en nous-mêmes. À chaque fois, ça va nous épuiser un peu plus, nous rendre plus susceptibles de devenir dépendants à nouveau. Au lieu de cela, j'aurais dû apprendre à gérer ces situations, à me renforcer mentalement pour savoir dire non, même si j'étais entouré de fumeurs. Ce que je vous conseille de faire, c'est de pratiquer le non et de trouver des alternatives pour vous sentir beaucoup mieux dans ces moments-là. Ça va vous éviter beaucoup de stress et ça va vous rendre plus solide face aux tentations. Quand j'ai voulu arrêter, je pensais pouvoir le faire tout seul. Je me disais je suis fort, je n'ai pas besoin d'aide, mais la réalité c'est que de se faire accompagner, que ce soit par un coach, un thérapeute ou même un groupe de soutien, ça aide vraiment. Au début, je voyais ça comme un signe de faiblesse, mais en fait, ça aurait pu me faire gagner un temps et m'éviter bien des rechutes. Un accompagnement, c'est aussi un soutien émotionnel. Quand on est en plein sevrage, il y a des moments où ça devient dur, où on a envie de craquer. Et avoir quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui comprend ce qu'on vit, ça peut faire une différence énorme. Donc s'il vous plaît, ne faites pas la même erreur que j'ai faite. N'hésitez pas à vous entourer. Je me suis dit aussi qu'en arrêtant, tout allait s'arranger dans ma vie. Je pensais que tous mes problèmes allaient disparaître, que j'allais être plus productif, plus heureux, plus motivé. Mais en réalité, l'arrêt ne résout pas tous les problèmes comme par magie. Certes, ça aide à voir plus clair, mais les problèmes profonds comme le stress, l'anxiété ou le manque de confiance en soi ne disparaissent pas par magie. J'ai compris qu'arrêter, c'était seulement le début. Après ça, il faut faire un travail sur soi, apprendre à gérer ses émotions, ses peurs et ses doutes, parce que souvent ce sont ces problèmes qui nous poussaient à fumer. Donc si on ne les règle pas, on risque de retomber dans les mêmes schémas. Alors après ça, prenez bien le temps de travailler sur vous-même. C'est super important. La prochaine chose que je souhaite aborder avec vous, qui est très importante et que j'avais grandement négligée sur mes nombreuses tentatives, c'est que j'avais ignoré les sensations physiques que je commençais à ressentir. Je m'explique. Durant le sevrage, je me sentais super fatigué, déprimé et anxieux. Parfois, quand j'arrêtais la weed, mes muscles me faisaient mal et je me sentais super nauséeux, accompagné d'une grosse perte d'appétit. J'aurais aimé ignorer ce que je ressentais physiquement et continuer à avancer. Je m'attachais tellement à tous ces ressentis que je me disais je veux plus arrêter en fait, c'est bon, j'en ai marre, je souffre. Je me sentais démotivé, paresseux, fatigué et déprimé. Honnêtement, j'ai sous-estimé les effets du sevrage. Je me disais que ça allait être facile, que je n'aurais que quelques jours difficiles et puis c'est tout. Mais le sevrage peut être beaucoup plus complexe. Insomnie, irritabilité, manque de concentration, tous ces symptômes peuvent durer plus longtemps qu'on ne le pense. Et le fait de ne pas être préparé à ça, ça peut décourager. Alors au lieu de se dire ça va passer en quelques jours, dites-vous que c'est normal que ça prenne du temps. Ayez des stratégies en place pour y faire face. Alors pour ça, vous avez tout un tas d'activités comme le sport, les moments de détente, des activités qui vous plaisent en gros. Ça aide vraiment à mieux vivre le sevrage. Une de mes plus grandes erreurs que j'ai faites dans mon parcours, c'était de ne jamais me préparer aux rechutes. Chaque fois que je craquais, je vivais ça comme un énorme échec. Je me disais que j'étais un raté en fait, que tout ce que j'avais fait jusque-là n'avait servi à rien. Et ça me mettait dans un état de découragement total. Mais j'ai compris avec le temps que la rechute ne signifie pas que tout est perdu. Loin de là. C'est une étape que beaucoup traversent dans ce genre de processus et l'essentiel, c'est de savoir comment rebondir. Avoir un plan pour gérer une rechute, c'est en quelque sorte un filet de sécurité. Sans plan, on peut facilement se laisser submerger par les émotions négatives, se juger durement et même risquer d'abandonner complètement l'objectif. Mais en prenant le temps de réfléchir à une stratégie de secours, on se prépare en réalité à faire face aux moments difficiles sans trop de culpabilité. Alors concrètement, c'est quoi ce fameux plan? D'abord, il faut anticiper que des envies vont revenir, que la tentation ne va pas disparaître du jour au lendemain. Peut-être que dans un moment de stress, de fatigue ou même de joie, l'envie de fumer va ressurgir. En anticipant ça, vous pouvez décider à l'avance de ce que vous allez faire si ça arrive. Est-ce que vous allez appeler un ami de confiance, vous engager dans une activité qui vous fait du bien ou simplement prendre un moment pour respirer et vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce parcours. Ensuite, si jamais la rechute se produit, la première étape, c'est de l'accepter sans trop se flageller. Prenez un moment pour faire le point sur la situation et de vous dire que c'est ok. C'est arrivé, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne,
ça ne signifie pas que vous avez échoué. Et là, essayez de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi avez-vous craqué? Étiez-vous dans une situation particulière, entouré de certaines personnes, ou peut-être dans un état émotionnel spécifique? Cette analyse est cruciale, car elle vous aidera à comprendre vos déclencheurs et à mieux les gérer la prochaine fois. Parfois, la rechute peut être même l'occasion d'apprendre quelque chose de nouveau sur soi, de comprendre quelles sont nos faiblesses et comment on peut s'en protéger. C'est en se connaissant mieux qu'on devient plus fort et beaucoup plus résistant. Une rechute, c'est juste un obstacle temporaire, un caillou sur le chemin. Ce qui compte, ce n'est pas cette chute, mais la capacité à se relever et à continuer. Rappelez-vous que chaque jour où vous faites le choix d'avancer, même après une rechute, c'est un jour où vous progressez, où vous devenez plus fort. Ne laissez surtout pas une erreur passagère effacer tous vos efforts. Voilà, ce sont les 7 erreurs que j'ai faites en arrêtant de fumer, et j'espère que ça vous aidera à les éviter. Restez motivé et souvenez-vous d'une chose, c'est que chaque jour sans inhaler de la fumée, c'est une victoire de plus. Prenez soin de vous et de votre santé mentale. À bientôt.